En 1977, l'humanité a lancé 2 bouteilles à la mer. Pas dans l'eau, dans le vide interstellaire, 2 petits engins métalliques de moins d'1 tonne chacun, propulsés par des fusées, dont la technologie était moins avancée que celle de votre smartphone. Envoyés vers le néant avec une seule certitude, ils ne reviendraient jamais. Voyager 1 et Voyager 2 ont maintenant presque 50 ans de voyage derrière eux. Ils ont quitté la Terre, ils ont quitté le système solaire. Ils naviguent désormais dans l'espace interstellaire, le vide entre les étoiles, à des vitesses que rien d'autre fabriqué par l'humanité n'a jamais atteint de façon soutenue. Et pourtant, à l'échelle de la galaxie, ils n'ont presque pas bougé. Dans cette vidéo, nous allons suivre Voyager à travers le temps. Pas sur quelques décennies, pas sur quelques siècles, sur 10 milliards d'années. Nous allons voir ce que ces 2 engins traverseront, ou plutôt ce que le cosmos traversera autour d'eux, pendant que leur silence silencieux continue dans le noir. Et ce que cette trajectoire révèle sur notre place dans l'univers est à la fois humiliant et extraordinaire. Pour comprendre pourquoi 1977 était le moment idéal pour lancer Voyager, il faut comprendre la physique des assistances gravitationnelles. Dans l'espace, le carburant est la contrainte absolue. Chaque kilogramme emporté représente des coûts de lancement exponentiels. Et les distances interplanétaires sont si grandes qu'aucun vaisseau ne peut emporter assez de carburant pour les traverser en accélérant continuellement. Il faut utiliser la gravité des planètes. Le principe est celui d'une fronde gravitationnelle. Quand un engin spatial approche d'une planète massive comme Jupiter, il est accéléré par la gravité de cette planète, puis relâché en emportant une partie de l'énergie cinétique de la planète dans sa rotation autour du Soleil. La planète ralentit infinitésimalement. L'énergie est conservée, mais le vaisseau repart à une vitesse supérieure à celle qu'il avait à l'arrivée, sans consommer le moindre gramme de carburant. En 1977, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune étaient alignés d'une façon qui permettait d'enchaîner ces assistances gravitationnelles dans une trajectoire unique. Une opportunité qui ne se représente qu'environ une fois tous les 175 ans. Voyager 2 a décollé le 20 août 1977. Voyager 1 a décollé le 5 septembre, 2 semaines plus tard. Mais Voyager 1 suivait une trajectoire plus directe. En décembre 1977, Voyager 1 dépassait Voyager 2 et ne le reverrait jamais. En mars 1979, Voyager 1 frôlait Jupiter. En novembre 1980, Saturne. Puis il ajustait sa trajectoire pour quitter le plan des planètes. Voyager 2 visitait Jupiter, Saturne, puis Uranus en 1986 et enfin Neptune en 1989. Les images prises par Voyager 2 restent à ce jour les seules que nous ayons. Aucune autre sonde ne les a approchées depuis. Pour comprendre ce que Voyager a traversé, il faut comprendre ce qu'est l'héliosphère. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, principalement des protons et des électrons, à des vitesses de 400 à 800 km par seconde. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Ce flux s'étend dans toutes les directions à travers le système solaire et bien au-delà. Mais le vent solaire ne s'étend pas indéfiniment à cette vitesse. À mesure qu'il s'éloigne du Soleil, il perd de l'énergie. À un certain point, il rencontre la résistance du milieu interstellaire, le gaz et la poussière qui remplissent l'espace entre les étoiles. Cette pression exercée par le milieu interstellaire finit par ralentir le vent solaire jusqu'à une vitesse subsonique. La zone où ce ralentissement se produit s'appelle le choc terminal. Au-delà du choc terminal, dans une zone appelée l'héliogène, le vent solaire est encore présent, mais perturbé, tourmenté par les interactions avec le milieu interstellaire. Et au-delà de l'héliogène se trouve l'héliopause, la frontière réelle entre l'influence solaire et l'espace interstellaire proprement dit. Voyager 1 a franchi l'héliopause en août 2012, après 35 ans de voyage. Voyager 2 l'a franchi en novembre 2018. Ce sont les seuls objets fabriqués par l'humanité à avoir jamais atteint l'espace interstellaire. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à environ 25,1 milliards de kilomètres de la Terre, 168 fois la distance Terre-Soleil, ce qu'on appelle 168 unités astronomiques. Il voyage à 17 km par seconde en direction de la constellation Ophiuchus. Voyager 2 se trouve à environ 20,9 milliards de kilomètres, 140 unités astronomiques, et se déplace à 15,4 km par seconde vers la constellation du Paon. Leur source d'énergie est une batterie nucléaire,
un générateur thermoélectrique à radioisotope utilisant la chaleur produite par la désintégration radioactive du plutonium-238. La puissance diminue progressivement chaque année au fur et à mesure que le plutonium se désintègre. La NASA éteint les instruments un par un pour conserver l'électricité restante. La communication avec les deux sondes devrait cesser d'ici 2036 au plus tard. Après 2036, Voyager continuera, en silence, sans que personne ne sache exactement où il est, sans que personne ne puisse lui parler. Dans l'immensité de l'espace interstellaire, proche est un mot qui perd son sens habituel. Dans 40 000 ans environ, Voyager 1 passera à environ 1,6 années-lumière d'une étoile appelée Gliese 445, une naine rouge dans la constellation des girafes. Ce n'est pas un survol. Voyager ne s'approchera pas assez pour être capturé par sa gravité. Il ne fera que passer, dans le sens cosmique du terme, et continuer indéfiniment. Dans 42 000 ans, Voyager 2 passera à environ 1,7 années-lumière de Ross 248, une autre naine rouge dans la constellation d'Andromède. Ces passages ne ressembleront à rien dans notre sens du terme. À ces distances, les étoiles ne seront que des points légèrement plus brillants dans un ciel toujours noir. Aucune interaction significative. Voyager passera dans leur voisinage et disparaîtra dans le noir de l'autre côté, sans jamais ralentir, sans jamais dévier significativement. Mais voici ce qui est fascinant. Si des êtres intelligents habitaient des planètes autour de ces étoiles et possédaient des instruments suffisamment puissants, ils pourraient théoriquement détecter Voyager. Ils pourraient même trouver le disque d'or attaché à chaque sonde, une plaque de cuivre plaquée or, contenant des sons et des images de la Terre. Un message de l'humanité envoyé vers l'inconnu. Ce disque est le seul objet que l'humanité a jamais fabriqué avec l'intention explicite d'être trouvé par une civilisation extraterrestre. Il voyage en ce moment dans l'espace interstellaire. Il continuera à voyager pendant des milliards d'années, après que la Terre elle-même aura cessé d'exister. Si Voyager continue dans la même direction, quittera-t-il un jour la Voie lactée? Non, presque certainement jamais. Voici la physique. Pour quitter la Voie lactée, un objet doit atteindre la vitesse de libération galactique, la vitesse à laquelle il peut échapper à la gravité collective. Des 200 à 400 milliards d'étoiles de la galaxie, plus la matière noire qui l'entoure. Cette vitesse de libération est d'environ 550 à 600 km par seconde au niveau de notre position dans la galaxie. Voyager un voyage à 17 km par seconde. En ajoutant la vitesse orbitale du système solaire autour du centre galactique, environ 220 km par seconde, la vitesse totale de Voyager est d'environ 230 km par seconde. C'est moins de la moitié de la vitesse de libération galactique. Voyager est piégé, exactement comme nous, exactement comme le Soleil, exactement comme chaque étoile de la Voie lactée. Ce qui va se passer, c'est que Voyager va continuer à orbiter autour du centre galactique, légèrement plus vite que le système solaire. Sa trajectoire à 17 km par seconde relative au système solaire lui donne une orbite galactique légèrement différente. En théorie, après 10 à 25 milliards d'années, Voyager pourrait faire le tour complet et se retrouver dans la même région générale que le système solaire. Mais, même région générale est trompeur. La galaxie est un système chaotique. Les étoiles ne se déplacent pas en formations ordonnées. Chacune suit une orbite légèrement différente avec des perturbations dues aux voisins. Après 1 milliard d'années, les positions sont complètement différentes. Après 10 milliards d'années, le système solaire se trouvera dans un endroit de la galaxie qui n'a strictement aucun rapport prévisible avec sa position actuelle. La probabilité que Voyager se retrouve proche du système solaire est infinitésimalement faible, pas nulle, mais si proche de zéro que la distinction n'a aucune importance. Bien avant que Voyager ne fasse le tour de la galaxie, un événement d'une ampleur extraordinaire va se produire. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, actuellement séparées par environ 2,5 millions d'années-lumière et se rapprochant à environ 110 km par seconde, vont entrer en collision. Il est important de préciser ce que collision signifie à cette échelle. Les étoiles elles-mêmes ne se percutent presque jamais, elles sont trop dispersées. Une galaxie est principalement constituée de vide. Une galaxie est principalement constituée de vide. Ce qui se produit lors d'une fusion galactique, c'est que les champs gravitationnels des deux galaxies interagissent profondément. Ce qui se produit lors d'une fusion galactique, c'est que les champs gravitationnels des deux galaxies
interagissent profondément, perturbent les orbites de milliards d'étoiles, déclenchent des vagues de formation stellaire dans les régions de gaz comprimés, et finalement mélangent les populations d'étoiles des deux galaxies en une seule structure nouvelle. Ce processus prend des milliards d'années. La Voie lactée et Andromède passeront l'une à travers l'autre plusieurs fois avant de fusionner définitivement en une galaxie elliptique, qu'on appelle parfois Milkomède ou Milkoma dans les simulations actuelles. Pendant tout ce processus, Voyager continue, à 17 km par seconde, relative au système solaire, indifférent au chaos galactique qui se joue autour de lui. Sa trajectoire pourrait être perturbée par les interactions gravitationnelles de la fusion. Il pourrait théoriquement être éjecté vers les régions extérieures de la galaxie fusionnée, ou même vers l'espace intergalactique dans les scénarios les plus extrêmes. Mais la probabilité reste faible. Plus probablement, Voyager continuera son orbite autour du centre de la nouvelle galaxie fusionnée, devenue un errant permanent de Milkomède. Pendant que tout cela se déroule, notre propre étoile traverse sa propre fin. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son stock d'hydrogène dans le noyau. Sans la pression de radiation de la fusion nucléaire pour contrebalancer la gravité, le noyau va se contracter et chauffer. Les couches externes du Soleil vont s'expandre catastrophiquement. Le Soleil deviendra une géante rouge dont le rayon s'étendra jusqu'à absorber l'orbite de Mercure, puis de Vénus, puis potentiellement de la Terre. Dans environ 7,5 milliards d'années, la Terre, si elle existe encore, sera soit englobée par le Soleil géante rouge, soit une roche desséchée et irradiée à une température incompatible avec toute forme de vie que nous connaissons. Dans environ 8 milliards d'années, le Soleil aura éjecté ses couches externes dans l'espace sous forme d'une nébuleuse planétaire, un halo lumineux de gaz ionisé visible à des années-lumière. Ce que nous appelons le Soleil disparaîtra littéralement. Dans environ 9 milliards d'années, ce qui restera du Soleil, son noyau de carbone et d'oxygène dégénéré, sera une naine blanche. Un objet de la taille de la Terre mais de la masse du Soleil, brillant d'une lumière blanche qui s'estompe progressivement pendant des milliards d'années supplémentaires. Si par quelque miracle statistique, Voyager se retrouvait dans les environs du système solaire à ce moment-là, après 9 milliards d'années d'orbite galactique, il ne reconnaîtrait pas son étoile d'origine. La naine blanche, qui brillerait faiblement dans le noir, ne ressemblerait en rien à l'étoile jaune qui avait propulsé ses lanceurs en 1977. Si Voyager continue dans la même direction, quittera-t-il un jour la Voie lactée? Non, presque certainement jamais. Pour comprendre ce que Voyager a traversé, il faut comprendre ce qu'est l'héliosphère. La puissance diminue progressivement chaque année au fur et à mesure que le plutonium se désintègre. La NASA éteint les instruments un par un pour conserver l'électricité restante. Dans 40 000 ans environ, Voyager 1 passera à environ 1,6 années-lumière d'une étoile appelée Gliese 445, une naine rouge dans la constellation des girafes. Dans environ 9 milliards d'années, ce qui restera du Soleil, son noyau de carbone et d'oxygène dégénéré, sera une naine blanche, dont la technologie était moins avancée que celle de votre smartphone. Après 2036, Voyager continuera, en silence, sans que personne ne sache exactement où il est. Et pourtant, à l'échelle de la galaxie, ils n'ont presque pas bougé. Un message de l'humanité envoyé vers l'inconnu. Ce disque est le seul objet que l'humanité a jamais fabriqué avec l'intention explicite d'être trouvé par une civilisation extraterrestre, sans que personne ne puisse lui parler. La probabilité que Voyager se retrouve proche du système solaire est infinitésimalement faible. Pas nulle, mais si proche de zéro que la distinction n'a aucune importance.